On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, chaque fin de semaine, chaque petit 2 jours de congé qui passe nous donne toujours des occasions extraordinaires de couvrir ce qui se passe du côté des élections américaines. Puis en fin de semaine, c'est Donald Trump qui nous donne encore une fois là, dans les mains, tiens, un beau cadeau, un extrait controversé, ma foi, mais controversé. Le jupon dépasse, Luc, n'est-ce pas? Écoute, c'est ce qui a fait le tour des médias aux États-Unis et ailleurs pendant tout le week-end. Donc, vendredi dernier, on l'avait mentionné d'ailleurs, l'ancien président, M. Trump, le candidat pour cette année, donc rencontrait Benjamin Netanyahou et ensuite, il participait à un regroupement conservateur. Et M. Trump, comme Kamala Harris, sait très bien qu'une partie de la victoire, des critères qu'il lui faut aller chercher, c'est faire sortir le vote. Et ce vote chez les croyants très conservateurs, il lui est acquis. Par contre, ils doivent se déplacer. Et au mieux, disons que M. Trump s'est laissé emporter. Et quand tu dis le jupon dépasse, c'est ce qui a retenu l'attention. Je pense que notre équipe a l'extrait en question, à tout le moins le début de cet extrait-là qu'on pourrait écouter ensemble. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Ouais, dans 4 ans, vous aurez plus à voter. Là. Venez voter pour celle-là. Je suis pas chrétien, j'aime les chrétiens. Je suis pas chrétien, je les aime. Venez voter, là, dans 4 ans, c'est fini, vous avez plus à voter. Pourquoi on n'aurait plus à voter, M. Trump? Il faut voter à toutes les élections, théoriquement. C'est là que c'est inquiétant. Et 4 fois plus tôt qu'une. Donc, on peut dire d'un côté, si on est un partisan ou quelqu'un qui souhaite donner un peu de contexte à la déclaration de Donald Trump, on va dire il s'est emporté et il va faire tellement un bon travail qu'on n'aura même plus besoin de leur vote à eux. Donc, ça va faire l'unanimité. De l'autre côté, bien entendu, et c'est là où ça rejoint, où ça sert très, très, très bien les démocrates, c'est qu'on a commencé à faire campagne du côté des démocrates en parlant du projet 2025, dont on a déjà discuté tous les deux. Donc, ce projet 2025, entre autres choses, il met de l'avant une vision beaucoup plus autoritaire du pouvoir exécutif. C'est l'appareil d'État, littéralement, qui souvent n'est pas partisan, qu'on mettrait au profit du président, donc de Donald Trump. De s'exprimer à 4 reprises en disant « vous n'aurez plus à voter, on l'aura réglé ou on aura tout réglé », ça va très bien pour un démocrate avec ce qu'on présente de l'autre côté. Donc, on a beaucoup parlé de J.D. Vance la semaine dernière, surtout à la fin de la semaine dernière, pour des déclarations très controversées. Son parent, quel lapsus, son candidat à la présidence, donc, lui fait quelque chose de pire, finalement, lui jette de l'ombre, tellement c'était énorme. Pour ceux qui craignent un gouvernement, appelons-le, influencé par l'extrême droite ou un régime autoritaire, ben on vient de servir la phrase sur un plateau d'argent. Et bonne chance pour tenter de faire oublier ça aux électeurs. Dans les futures publicités démocrates, puis au nombre de millions que ramassent Kamala Harris ou ce qu'on appelle les super PAC, c'est ces comités d'action politique, on imagine que la cote, que l'extrait va jouer dans de nombreuses publicités, c'est le président lui-même qui fait comme ça en fin de semaine. Donc, c'est le genre de choses que Donald Trump veut éviter, parce qu'il faut le rappeler, si sa base va tout lui pardonner, et si la base démocrate va accepter bien des choses de Kamala Harris, c'est pas là que ça se décide. Ça se décide auprès d'un groupe d'électeurs qui est très, très restreint. C'est ceux-là que Donald Trump doit aller chercher, tout comme Kamala Harris. C'est un peu la limite de son opération charme ou de sa lune de miel de la semaine dernière. Faut faire attention. Il faut ménager les susceptibilités ou convaincre ces électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix pour X raisons.
Ouais, le faire sortir le vote puis aller convaincre ces franges de population qui sont pas encore décidées, c'est le nerf de la guerre. On n'arrête pas de le répéter, Luc. Et là, du côté de Mme Harris aussi, on est en opération séduction. Puis là, si d'un côté, il y a plusieurs communautés, disons, ethniques aux États-Unis qui sont presque déjà acquises, là, ou auxquelles elle performe très bien, mais là, c'est auprès des white dudes, hein, les hommes blancs qu'elle doit aller chercher plus de votes. Écoute, je suis vraiment amusé quand j'avais lu ça en fin de semaine et la semaine dernière, mais là, ce matin, on faisait de la publicité pour un regroupement virtuel. On va se rencontrer en ligne et presque tous les candidats pour le poste de colistier aux côtés de Mme Harris vont être en ligne. Les Pete Buttigieg, par exemple, les Cooper de la Caroline du Nord, les Beshear de la du Kentucky. Donc, ceux qui sont sur les rangs, sauf Mark Kelly. À ma connaissance, il n'est pas là. Donc, ils vont participer à un rassemblement White Dudes for Harris. Comment on traduit ça en français? White Dudes for Harris. Mais donc, les dudes blancs. Les gars, vraiment les boys, les gars. Je sais pas. Voilà. J'ai pas de bonne traduction. Les chums. Les chums blancs pour... Non, ça marche pas. Ah, en tout cas, regarde, j'ai pas de bonne traduction. Je l'avais à la française, les mecs, mais chez nous, ça marche pas non plus. Les mecs pour Harris. Donc, pourquoi ça me fait rire? D'abord, le nom, bien entendu, puis de voir des politiciens s'associer à un groupe qui se qualifie de dudes. Mais il y a le fait aussi que c'est un électorat que Joe Biden et Kamala Harris courtisent depuis un certain temps déjà. On le sait, la majorité des hommes blancs, et encore le pourcentage est plus fort chez les hommes blancs conservateurs, ça vote républicain depuis très longtemps et ça vote beaucoup Trump. Donc, d'aller chercher des hommes blancs, mais aussi des femmes blanches, parce qu'il y a des groupes similaires du côté des femmes, c'est intéressant pour Kamala Harris. On sait bien qu'on ne va jamais inverser le vote d'ici à l'élection. C'est beaucoup trop court, c'est 90 jours à compter de ce matin. Donc, mais tout ce qu'on peut grappiller de vote au sein de groupes dont on sait qu'on présente un bilan qui est déficitaire, ça devient intéressant. Moi, je pense que Mme Harris peut répéter ce que Joe Biden a fait la dernière fois en mobilisant déjà beaucoup d'électeurs. Ça a été une grande force de Joe Biden. Ne pas paraître trop, entre guillemets, appelons ça comme ça, épeurant, trop progressiste. Donc, on va chercher des électeurs. Et ensuite, il y a cette mobilisation de tous les groupes d'électeurs qui votent démocrates. Ces gens-là prennent leurs jambes et se déplacent pour aller voter. Mme Harris, si elle répète ça, elle va gagner la présidence. Mais c'est énorme et c'est un très gros si. Alors, on aurait une victoire un peu plus confortable si en plus on gruge au sein de l'électorat blanc. J'y crois un peu moins chez les hommes blancs. Chez les femmes blanches, ça peut être important parce que quand on regarde non seulement les luttes pour la présidence, quand on regarde les luttes pour la Chambre des représentants ou pour le Sénat, les femmes vont souvent faire la différence pour les postes de représentants ou encore pour des votes au Sénat. Et les femmes, cette année, il y a une occasion en or de les mobiliser en raison de la question de l'avortement. Il y a cette fameuse question de la frontière, on l'a dit, là, ou de l'immigration qui peut hanter ou plomber les chances des démocrates. Mais la question de l'avortement, là, ça fait plusieurs élections, comme les élections de mi-mandat ou des élections partielles dans certains États. Ça fait plusieurs fois que c'est la grande question dans certains États ou que c'est une des deux grandes questions de l'urne pour laquelle on se déplace pour aller enregistrer un vote. Donc, possible pour Mme Harris aussi de gruger un vote auprès des femmes blanches qui auraient peut-être voté républicain à un autre moment, mais qui, dans le contexte actuel, vont peut-être faire leur X, leur crochet ou leur punch sur la machine, leur trou dans la case démocrate plutôt que la case républicaine. Ouais, puis tantôt, ça m'a interpellé parce que tu parlais, Luc, de Mark Kelly. Hein, je t'ai entendu prononcer ce nom-là, qui allait peut-être pas être présent dans le fameux rassemblement virtuel. Je t'avoue que dans la liste là, qu'on épluche depuis un bout de colistier pour Mme Harris, peut-être un que j'avais moins entendu parler ou être prononcé, Mark Kelly. Et pourtant, en ce moment, il est en train de se tailler une place intéressante dans cette course-là. Il y a encore là, on parle de rumeurs, puis parfois ce sont des ballons qu'on laisse aller dans les médias juste pour prendre la température de l'eau ou juste tester la direction du vent.
Mark Kelly, c'est quelqu'un qui connaît bien Kamala Harris, donc ce sont pas deux inconnus, au contraire, il y a des atomes crochus entre les deux. Et il y a trois, qui contribueraient à faire de Kelly un bon colistier. D'abord, lui aussi, comme c'est le cas par exemple pour Josh Shapiro pour la Pennsylvanie, c'est quelqu'un qui est dans un État qui va être un swing state, c'est le gouverneur, donc pas le gouverneur, pardon, le sénateur de l'Arizona. C'est quelqu'un donc qui est populaire dans un État ou dans un État pivot. Par contre, on accuse plus de retard là-bas qu'en Pennsylvanie. Donc, j'ai toujours le gouverneur Shapiro en tête quand je pense à un colistier ces jours-ci. Mais Mark Kelly, en plus d'être dans un État pivot, il a d'autres choses à offrir. Par exemple, c'est un des démocrates qui a eu les positions les plus dures au sujet de la fameuse frontière de l'immigration et de l'immigration illégale. Hein, il est aux premières loges pour voir ce que ça donne, la problématique à la frontière. S'il est en porte-à-faux avec certains progressistes, ça peut être bon pour Kamala Harris d'aller chercher quelqu'un qui a un discours plus dur et qui pourrait d'ailleurs réaffirmer avec peut-être un peu plus de crédibilité que Joe Biden l'a fermé, cette fameuse frontière, ce que d'autres présidents démocrates auraient jamais fait. Joe Biden le fait. Reste qu'on a une meilleure perception de la fermeté de Donald Trump sur la frontière, mais Biden a fait quelque chose qui est quand même gros et très critiqué au sein de ses troupes. Mark Kelly va un peu dans la même direction. Et autre chose pour Mark Kelly, si on parle des armes à feu aux États-Unis, la nécessité de légiférer. On sait que la très grande majorité des Américains, sans s'entendre sur une législation particulière, ce sont des gens qui veulent qu'on légifère, qu'on ajoute des limites, des vérifications. Mark Kelly est l'époux de Gabby Giffords. Et il y a quelques années, on l'a presque oublié maintenant, Gabby Giffords était à la Chambre des représentants une vedette montante chez les démocrates. Et lors d'un rassemblement dans un stationnement d'épicerie, il y a un de ces gens dont on dit qu'il souffre de maladie mentale qui se présente avec une arme à feu, qui ouvre le feu, qui se met à tirer et Gabby Giffords est atteinte d'une balle à la tête. Et la récupération de Gabby Giffords il y a plusieurs années, va garder l'Amérique en haleine. On se demandait si elle allait survivre. On se demandait dans quel état elle allait être si elle survivait. Et pendant tout ce temps-là, son époux, qui est un astronaute, était à ses côtés. Et il va attendre que ça se replace, que ça se stabilise pour participer ensuite à sa dernière mission avant de se lancer en campagne électorale. Mais jamais pendant tout le processus, Gabby Giffords et Kelly vont remettre en question le deuxième amendement à la Constitution. Ils vont dire, nous pratiquons le tir, nous avons des armes. Ce dont on veut vous convaincre, c'est pas de vous retirer vos armes. C'est tout simplement ce qui nous semble être le gros bon sens, qui est d'ajouter un certain nombre de balises entourant l'achat et la possession des armes à feu. Donc, longue parenthèse sur Gabby Giffords, mais pour dire, quand il passe un message sur la législation entourant les armes à feu, disons qu'on l'écoute, on est sensible à ça, et ça permet d'enfoncer le clou, entre guillemets, c'est un terme qui est très à la mode ici aussi, mais du gros bon sens. Finalement, il n'est pas question de vous les enlever, vos armes. On veut juste mieux encadrer ça. Donc, ça rend cette position plus crédible, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec le message que va passer Kelly. Donc, pour les raisons que je viens d'avancer, Kelly semble être, en tout cas, dans les 2 ou 3 choix à la toute fin, parce qu'on est dans le sprint de la fin pour le choix du colistier. Puis j'ajouterais un autre nom. Je le voyais encore circuler beaucoup ce matin. M. Walz, qui est le gouverneur du Minnesota. C'est un enseignant. Et c'est un enseignant qui a servi dans la garde nationale. Puis, si nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices veulent avoir un peu plus de chair sur nourrir cette idée de pourquoi serait-il un bon candidat, allez écouter ses discours. Il y en a plusieurs sur YouTube. Il fait partie de cette mouture de politiciens qui s'expriment et on n'a pas l'impression que c'est la langue de bois ou encore que c'est un politicien qui nous parle. C'est quelqu'un avec qui on a une discussion. C'est quelqu'un qui ressemble à la majorité des gens, très terre-à-terre, pragmatique. Donc, il y a M. Walz qui s'est invité dans la discussion aussi. Par contre, le Minnesota, à mes yeux, il est dans la banque pour les démocrates. Donc, ce serait moins pour ce qu'il offre pour son État en particulier que ce genre de message-là, plus terre-à-terre, plus au centre, il pourrait bien passer aussi dans les États pivots, les fameux swing states.
Puis pendant tout ce temps-là, Luc, Joe Biden a beau pu être le candidat présidentiel à sa propre réélection, il est quand même sur le terrain, hein, puis il continue de travailler sur des dossiers, dont un qui est massif, c'est son projet de réforme de la Cour suprême, des tribunaux en tant que tel, qui pourrait être marquant pour l'histoire. Encore là, il faut le voir comme stratégie. C'était le cas quand il était le candidat, mais c'est vrai aussi pour Kamala Harris et pour les démocrates. Il faut le voir comme un projet électoraliste aussi. Ça va au-delà du jeu électoral, mais ça peut servir d'argument pendant la campagne. Ce que souhaite Joe Biden, puis on en sait un petit peu plus maintenant, c'est ce qu'il va vendre. D'ailleurs, il y a une présence du président que je voudrais souligner. Il va se rendre à la bibliothèque Lyndon Johnson. Ça ne s'invente pas. Lyndon Johnson, c'est un autre candidat qui a annoncé son départ avant une élection. Il était président en 68 et il choisit de ne pas se présenter. Donc, tout est dans tout, comme on dit dans le langage populaire. Joe Biden se rend à la bibliothèque Lyndon Johnson pour commémorer les 60 ans du Civil Rights Act. C'est cette série, finalement, de mesures pour protéger le droit des minorités qui, dans certains cas, encore aujourd'hui, ce droit est bafoué. On dit souvent qu'on joue la question raciale à tort ou qu'on la ressort tout le temps. Il y a des raisons. Il y a 60 ans, on devait s'assurer qu'on ne les écarte pas. Et dans certains États, c'est encore le cas en 2024. Donc, Joe Biden se rend là pour parler de la Cour suprême et il va dire, moi, je veux un mandat de 18 ans pour les juges de la Cour suprême. Fini, donc, les juges de la Cour suprême qui sont là à vie. Ça assurerait une rotation aussi de la nomination des juges de la Cour suprême d'une présidence à l'autre. Le président aurait donc l'occasion maintenant. Parfois, hein, on ne nomme pas pendant un mandat de 4 ans un juge de la Cour suprême, alors qu'à d'autres moments, comme Donald Trump, on peut en nommer 3. C'est énorme. Peu importe qu'on soit progressiste ou plus conservateur, c'est un sacré pouvoir que vous avez que d'influencer comme ça une tendance idéologique à la Cour suprême. Et finalement, ça, je pense qu'écoute, c'est le minimum. Il veut un code d'éthique pour les juges de la Cour suprême, un nouveau code d'éthique, et un code d'éthique qui aurait des dents, donc pour lequel il y aurait des sanctions si on ne le respecte pas. Parce qu'actuellement, c'est très, très, très flou. Et là, c'est un juge conservateur, ça pourrait être vrai pour un juge progressiste, mais ne serait-ce que le juge Thomas, tout ce que ce gars-là a reçu de cadeaux ou d'avantages de militants de droite, alors qu'il est juge à la Cour suprême chargé de se prononcer sur des dossiers très importants pour les militants de droite, c'est scandaleux. C'est aberrant qu'on puisse donner... Imaginons qu'il soit intègre totalement, mais cette impression de conflit d'intérêts, cette impression qu'on peut s'acheter et s'offrir un juge à la Cour suprême, c'est épouvantable. Donc, ce sont les deux grands volets. Le 18 ans pour un mandat de juge à la Cour suprême, et ensuite, bien sûr, je pense, ce qui était une absolue nécessité, ce code d'éthique pour les 9 juges. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ici au Québec, je suis content qu'on ait, puis il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré puis qu'on réagit trop fort, mais je suis content qu'on ait une culture de devenir outré vite dès qu'il y a un politicien qui est en apparence de conflit d'intérêts. Là. Je veux dire, on a eu là, toutes sortes de reportages puis de rapports. Là, Pierre Fitzgibbon qui va à chasse aux faisans sur une île. Avec qui? Pourquoi? Est-ce que tu as déclaré ça? Tu sais, des cocktails de la Coalition Avenir Québec, des 100 $ par-ci, puis c'est des montants, on se comprend, le minuscule dans l'échiquier des choses, mais qu'on regarde à la loupe. Mais aux États-Unis, M. Thomas, c'est pas des 100$ qu'il reçoit, le camp. Peut-être juste que tu fasses le rappel. Yeah. C'est quasiment des millions et des millions là, en cadeau. Ah, ce sont des millions et des millions. Et bien sûr, sa femme est une personne distincte devant la loi. Mais c'est une lobbyiste elle était une lobbyiste pour des groupes conservateurs. Elle a appuyé les tentatives de Donald Trump d'empêcher la certification des résultats. Les deux époux ont engrangé des centaines et des millions de dollars d'appui. Le juge Thomas fait grand état du fait qu'il aime bien se promener en VR pour visiter son pays. Il ne l'a pas payé au complet, son VR. Ça lui a été offert par un donateur. Séjour à bord d'avion, séjour en paquebot, croisière. Donc, écoute, c'est le genre de choses que le commun des mortels ne peut pas s'offrir, que lui pourrait peut-être s'offrir avec un salaire de juge à la Cour suprême, mais qu'il le fasse sur des décennies de manière répétée,
toujours avec le même genre d'individu, donc ou le même genre d'allégeance pour un généreux donateur, ça devient scandaleux. Et c'est un problème au-delà. Souvent, hein, les gens disent, les médias, ils sont contre Trump. Non, c'est Trump fait des choses que aucun démocrate et aucun républicain avait fait avant à cette échelle-là. Et c'est une des choses que je trouve épouvantable dans le système américain. Peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, c'est la place de l'argent. Il n'y a pas de limite à ça. Tu évoquais tout à l'heure la CAQ et un billet à 100 $ par exemple pour aller souper. C'est même pas la somme d'argent, c'est de pouvoir accéder directement à un ministre en payant ça. Vous vous assurez d'être dans la salle et ça vous donne un accès à un ou à une ministre. Et j'étais content qu'on le rapporte. Mais écoute, c'est des peanuts, c'est de la petite bière, ça. On est littéralement capable d'acheter le vote d'un individu uni. Qu'on s'appelle Kamala Harris ou qu'on s'appelle Donald Trump, pour accéder au bureau ovale, oui, on va mettre l'accent sur l'argent qu'on reçoit des petits donateurs. Mme Harris en reçoit beaucoup ces temps-ci. Mais il y a de grands bailleurs de fonds, des financiers, qui vont se rappeler à votre bon souvenir quand vous allez entrer à la Maison-Blanche. Donc, à notre échelle, on se scandalise ici des sommes et des accès. Ça n'a rien à voir avec les sommes monstrueuses. Et la Cour suprême a dit, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, vous pouvez aux États-Unis, parce que ce serait une limite à votre liberté d'expression que de limiter l'argent que vous voulez investir pour vous exprimer. Donc, c'est comme ça qu'on l'a joué à la Cour suprême aux États-Unis. Et ça explique pourquoi une présidence, en bas d'1 milliard, c'est très difficile à obtenir maintenant en 2024. On a franchi depuis Romney et Obama, là, ça fait déjà quelques années, la barre du $1 milliard en caisse que ça prend pour accéder à la Maison-Blanche. Oubliez les étiquettes politiques. C'est le pouvoir de l'argent. Et ça, ce serait une réforme majeure pour la démocratie américaine. Ouais, une bonne réforme. Mais après ça, est-ce que ça va passer? Il va encore avoir de l'argent, je pense, qui va être lancé sur le problème. Hein? C'est ça, jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Ça se peut qu'il y ait des financiers qui lancent de l'argent, là, bing, bang, sur le problème en essayant de faire en sorte que ça n'arrive pas, hein, cette réforme-là. Ah, God bless the USA. Only in America. Only in America. Hey, toujours un plaisir, Luc. On s'en parle bientôt. Bye, Alex.